Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu et qu'est-ce que tu as fait cette semaine, Kira? Dis-nous tout. Bonjour Sid, écoute, ça fait 2 heures depuis le dernier enregistrement de podcast, donc j'ai pas fait grand chose à part jouer à Jurassic World Evolution 2. Tu t'es même pas fait à manger, rien, que dalle? Oh si, je mangeais quand même, j'ai mangé une soupe au potiron faite maison qui était super bonne, tu vois. Ah, très bien. Je mange, je suis en diète en ce moment, je fais une sèche, donc c'est protéines et légumes. Eh ben écoute, moi j'ai dormi entre les 2 enregistrements, parce qu'on l'a expliqué un peu la semaine dernière, si vous n'avez pas suivi et si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, déjà honte à vous, hein. Franchement ça bravo, on n'est pas fiers. Et on enregistre en effet 2 émissions coup sur coup parce que j'ai les vacances au ski la semaine prochaine. Donc on voulait assurer une continuité quand même, Kira, que nos auditeurs ils aient toujours un petit épisode à se mettre sous la dent quand même. Voilà, tout à fait, pour passer le temps. Et en plus on a un programme quand même très intéressant. Est-ce que tu peux dire ce qu'on a prévu à nos auditeurs? Alors, pour changer, on va parler de Xbox. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Xbox, donc ça sera l'occasion d'en parler un petit peu. Derrière, il y a le gros test de Xenoblade Chronicle que tu nous as concocté. Et pour finir, moi je vais parler d'un animé que j'aime beaucoup, un Disney qui s'appelle Atlantide, l'Empire perdu. Et en plus, à l'émission d'avant, on a beaucoup parlé de PlayStation. Là, on va parler d'Xbox, tu vois, comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Donc, il faudra. Et en plus, on a parlé de la Switch, il y a pas longtemps, avec une rétrospective sur la Switch. Donc, exactement. Pour l'instant, on respecte nos 3 constructeurs. Hein. Franchement, c'est vrai. Là, on respecte. Et donc, comment faire plaisir à Sid et Kira? Comment soutenir la taverne du gamer? Tout ça. Alors, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur toutes les applications de podcast. Si vous voulez vraiment nous faire plaisir, et c'est ce qui nous fait vraiment très plaisir, c'est de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur les applications. Comme ça, on peut vous lire pendant les émissions directement. Vous avez également le formulaire du site web qui permet de nous envoyer des petits messages dédiés. Pareil, comme ça, on peut vous citer pendant les épisodes. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous écouter en direct sur le site internet, car on intègre automatiquement le lecteur Spotify. Et c'est toi qui le fais maintenant en plus, le site internet, donc bravo Kira pour tous tes articles. Moi qui le fais. Et vous pouvez, comme Mathias et Séfiane, nous rejoindre sur Instagram, parce que vous êtes des milliers à nous écouter, vous êtes 350 sur Insta, donc venez, c'est l'occasion de discuter et de petite plateforme méconnue, Instagram, hein, franchement, venez nombreux. On n'est pas encore sur TikTok, Kira, mais bon, un jour peut-être pas. Ouais, non, je pense pas non plus. C'est pas trop l'ambiance. Eh bien écoute, je te propose qu'on attaque parce qu'on a quand même du pain sur la planche, donc go quoi. Go, c'est parti. Parlons de Xbox et de Microsoft en général. Donc en décembre 2024, donc c'était il y a peu de temps, Microsoft a pris la tête des ventes jeux vidéo, générant un chiffre d'affaires impressionnant de 465 millions d'euros. Cette performance a permis à Microsoft de devancer Electronic Arts, qui a réalisé un chiffre d'affaires assez également intéressant de 366 millions d'euros durant la même période. Cette réussite est en grande partie attribuable à la popularité de la franchise Call of Duty, notamment avec le dernier Call of Duty Black Ops 6. De plus, la stratégie de publier des jeux sur différentes plateformes a également joué un rôle très important dans cette performance, car 65% des ventes de Call of Duty viennent de la version PS5. Phil Spencer a récemment annoncé que le titre Indiana Jones et le Cercle Ancien, que j'ai testé dernièrement et que j'ai mis dans mes GOTY, sera lancé sur PS5 au printemps prochain en full dématérialisé. Donc cette approche multiplateforme semble pertinente. Pour ce qui est d'Electronic Arts, eSport FC aurait sous-performé et Dragon Age ne se serait vendu qu'à 1,5 million d'exemplaires, ce qui fait que du coup ils étaient en dessous des objectifs prévus initialement.
Alors, c'est une surprise pour eSport FC, en tout cas, qui sous-performe. Peut-être que les gens ont compris que mettre de l'argent dans FIFA Ultimate Team tous les ans, bah, ça coûtait cher pour finalement pas grand-chose. Après, je sais qu'il y a aussi certains pays qui ont banni tout ce qui est lootbox, donc comme la Belgique. Donc, c'est possible que ça vienne de là aussi également. Et pour Dragon Age, bon, bah, déception pour moi, car c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Il s'est vendu qu'à 1,5 million d'exemplaires, donc je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un Dragon Age prochainement. Mais voilà, donc il y a tout à... En tout cas, tirons les conclusions qu'il faut. Je pense que le multiplateforme pour Microsoft, pas pour la branche Xbox, semble être le bon mood pour eux, en fait, et ça en ferait peut-être un très bon éditeur tiers. Hein. Qu'en penses-tu ? Oui, je pense que... On se rappelle des déclarations de Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a commencé vraiment à mettre son grain de sel dans la stratégie Xbox, où il avait déclaré, je sais plus à quelle occasion c'était, mais c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, qu'il détestait les exclusivités. Je sais pas si tu te souviens quand... Je me souviens, oui. Et à partir de ce moment-là, ça a été, c'est vrai, un petit peu la déconstruction d'Xbox en tant que marque et en tant que faiseur d'exclusivité. Et en fait, ton actualité, ce que tu expliques, l'illustre très bien. 64% des profits des recettes de jeux faits grâce à PlayStation. En fait, à un moment, avec le pragmatisme qu'on connaît à Satya Nadella, qui est un chef d'entreprise extrêmement rodé sur ces sujets-là, lui, il voit, et il a raison, le profit. Il a une entreprise à gérer avec des salariés, etc. Et en même temps, si ça profite aux joueurs, à nous tous qui pouvons peut-être pas acheter une Xbox et qu'on a une PS5, de profiter des jeux Xbox, en fait, pourquoi s'en priver ? J'ai toujours du mal à percevoir pourquoi ça, dans une frange de joueurs, tu vois, ça a créé de la détestation ou de l'irritation quand on évoque le fait que Xbox devient un éditeur tiers. Là maintenant, c'est les boss de la marque qui le disent, même Phil Spencer, tu sais, il a fait pas mal de podcasts ces derniers temps où il s'est beaucoup exprimé, on le voyait peu, on le revoit un peu plus. C'est vrai. Et il le dit, il l'a dit déjà en novembre dernier, il le dit là encore récemment, qu'il ne se met plus de barrières, notamment quand on pense à Starfield. Starfield, ça a été un petit peu le porte-étendard, moi c'est comme ça que je l'ai vu, le porte-étendard de la série X, et il y a très grande chance qu'il arrive sur d'autres plateformes. Et est-ce que c'est grave ? Enfin moi je trouve pas, je sais pas ce que t'en penses, mais si Starfield devient un jeu PS5, en fait c'est cool quoi, non ? Oui, après comme je disais, moi ça permet au maximum de joueurs de jouer aux jeux qui les intéressent, en fait, tout simplement. Sachant qu'en plus, au départ, Starfield était prévu sur PS5. Tu te souviens, ça a fait un petit scandale, le fait que finalement, il y a eu un rétro-pédalage pour le sortir en exclu sur Xbox. Pourquoi pas faire un système d'exclus temporaire, comme ils ont fait là ? Oui, ça me paraît bien. Bon, après, 3-4 mois après, c'est peut-être un peu léger. Je pense que s'ils veulent vraiment donner un côté précieux à leurs éditions, pour moi, il ferait mieux d'attendre 1 an, comme le fait Sony avec les sorties sur PC. Après, ils les sortent aussi en full démat, donc ça implique que si tu veux l'édition boîte, autant acheter sur Xbox, ou si tu veux jouer gratos, tu joues sur le Game Pass. Mais en soi, ça me paraît être un bon mood, et oui, ça permet à un maximum de gens de jouer au jeu, et puis d'apprécier ça, en tout cas, c'est clair. Par contre, il y a une question un petit peu plus délicate, et ça, je suis davantage enclin à comprendre un certain préjudice, si je puis dire. Quand on parle de licences comme Halo, Gears of War, là, c'est plus un peu, c'est vrai, l'ADN Xbox. Moi, j'aime bien, et je le disais dans le dernier podcast, il y a les jeux que Xbox s'est acheté, donc Call of Duty, les jeux Bethesda, etc., qui sont des jeux Xbox, mais qui sont vraiment pas sortis du chapeau de la marque, mais sur des marques, enfin des jeux, des licences très typées Xbox, Halo, Gears. Ouais, là, je comprends que c'est plus délicat, mais par contre, il faut, je pense aussi, se faire une raison. Ça arrivera, à mon sens. Je pense aussi que ça arrivera. C'est vrai que ça va faire bizarre, parce que clairement, c'est les porte-étendards de la marque Xbox. Après, à voir au bout de combien de temps, ce que ça pourrait donner. Parce que tu vois, South of Midnight, par exemple, n'est pas annoncé sur PlayStation 5. Il est annoncé en exclusivité sur Xbox. En plus, il est pas très très cher de base. Donc
pour sûr, il sortira un jour, mais est-ce que Microsoft se garde pas quand même quelques petites licences sous le coude? À voir, en tout cas. Je pense que c'est encore un peu tôt. Il va surtout falloir voir les ventes des jeux, en fait. Si les jeux se vendent très très bien, là, bien sûr, je pense qu'ils vont ouvrir les vannes. Après, c'est vrai que si ça reste du mitigé ou quoi, on n'a toujours pas eu de retour sur les ventes des jeux qui sont déjà sortis sur PlayStation. C'est comme Pentiment, il y avait eu aussi Fi-Rush, et le troisième, c'était... Il y en avait 4, il y avait Sea of Thieves, non? C'était pas... Sea of Thieves, tout à fait. Alors lui, en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens y jouer sur PlayStation, donc je pense que ça doit fonctionner. Et je fonctionner. crois que j'avais cru voir que plus de la moitié, même 3/4 des revenus étaient grâce à la PS5, et il y avait un 4e jeu, pareil, je crois que c'était un jeu multi, j'ai plus le truc en tête, mais il y avait 4 exclus. Je me rappelle plus non plus. Mais par contre, information toute fraîche, Kira, il y a un jeu qui arrive sur PS5 là qui vient d'être annoncé, donc si tu veux l'annoncer en grande pompe, après voilà, la news aura un petit peu vieilli dans une semaine, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Alors Forza Horizon, qui est sorti il y a maintenant un peu plus de 2 ans, va sortir sur PlayStation 5 prochainement. Et ça alors, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, bah oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Bon, après c'est vrai que PlayStation a quand même Gran Turismo. Bon, ça reste de la simulation. Forza Horizon, c'est plus typé arcade. C'est un jeu qui marche bien et qui plaît beaucoup. Donc moi, ça me choque pas en soi, dans le sens où je suis pas spécialement attaché à la licence Forza en tout cas. Mais tu vois, à voir. C'est presque un des premiers jeux que j'aurais mis sur PS5, parce que là il y a un petit créneau quand même. On va pas le comparer avec GT7 parce qu'en effet c'est des jeux quand même différents, qui ont pas la même philosophie, pas la même ADN. Ou Gran Turismo, c'est plutôt un jeu vitrine, vraiment un jeu pour les amateurs de voitures. Enfin vraiment, là où un Forza c'est plus peut-être du plaisir direct, instantané. C'est plus ça, oui, du jeu à consommer que à poncer comme un GT qui est plus un jeu de passionné, quoi. Tu regardes Forza Horizon, qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui pourrait concurrencer Forza Horizon vraiment dans le genre? T'as The Crew, tu vas avoir le dernier Test Drive, 2 jeux qui se vendent pas. Et clairement. qui sont en fin de vie là. The Crew, ça s'arrête pas, il y a pas une histoire comme ça. The Crew, le deuxième, je sais plus comment il s'appelle. Le premier est en fin de vie, ils ont carrément déconnecté les serveurs. Tu sais, ça a fait aussi un scandale, parce que les gens vont plus pouvoir jouer à leur jeu. Et beaucoup de gens ont peur sur The Crew 2. Alors Ubisoft a rassuré en disant que non, mais bon, à voir est-ce que ça va durer. Mais ces jeux-là sont bien, mais pas ouf, alors que Forza Horizon, pour le coup, est un très très bon jeu, et c'est ce qui se fait de mieux dans le genre, en tout cas, donc c'est tout à fait pertinent de le sortir sur l'écosystème PlayStation. Tu vois, ça comble une sorte, pas de creux, mais en tout cas, je pense qu'il y a un marché, il y a un public, et c'est pas une marque qui représente trop l'ADN non plus Xbox, tu vois, on n'est pas sur l'acabit d'un Halo, où là, c'est vrai que quand Halo sortira, je pense que là, ça va être vraiment un événement. Mais pareil, je pense qu'il faudra pas pleurer dans les chaumières. S'il y a des joueurs PlayStation qui n'ont jamais connu Halo, bah franchement, tant mieux, c'est cool. Et ça fera rentrer de l'argent aux développeurs. Et je pense que Bethesda, tu prenais l'exemple de Bethesda qui d'abord voulait sortir Starfield et après non sur PS5. Bon, en fait, c'est aussi préjudiciable pour eux, je pense, parce que, ok, il y a Xbox derrière, mais ça reste comme des entreprises qui doivent être... à l'équilibre en tant qu'entité propre. Donc un Bethesda, s'il peut se faire plus d'argent en sortant Starfield, ben en fait, why not, en fait, tu vois, enfin, tant mieux. Bah surtout à voir comment est géré Bethesda. Est-ce que Bethesda est inclus directement dans le panier Microsoft Game et ça fait partie d'un tout, ou si c'est vraiment une entité distincte satellitaire qui gravite vraiment autour de Microsoft. C'est surtout ça aussi qu'il va falloir voir. Après c'est vrai que pour des nouvelles licences comme Starfield, bah si on veut un Starfield 2 ou même tout simplement ils en annoncent encore un DLC et plusieurs petites mises à jour, autant le sortir sur un maximum de support, c'est clair. Et du coup, pour donner un peu de grain à moudre à cet exemple, enfin cette vision d'Xbox en tant qu'éditeur tiers, encore une fois, c'est pas un gros mot, hein. Enfin, les éditeurs tiers, aujourd'hui, c'est eux qui font le jeu vidéo plus que les constructeurs, ne l'oublions pas quand même. Xbox a vu ses ventes de consoles baisser encore de 30%, donc c'est vrai que maintenant les ventes d'Xbox comparées à PlayStation ne sont plus dans des ordres de comparaison. Enfin voilà, les revenus générés par les jeux ont baissé aussi de 7%, donc sur le trimestre sur le T4 de l'année dernière. Donc encore une fois, pourquoi s'en priver en fait? C'est une manne d'argent, c'est voilà. Et en plus on a la Nintendo Switch 2 qui arrive, et ça m'avait fait rire, Kira, je pense qu'on peut commenter un petit peu ça, où je sais plus si c'était Phil Spencer ou un boss chez Xbox qui disait que Xbox va soutenir la Nintendo Switch 2
Bon, ça on reconnaît un petit peu l'ego des GAFA américains, c'est plutôt la Nintendo Switch 2 qui va supporter, qui va soutenir l'Xbox, mais c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi d'ouverture sur le parc Nintendo. On sait que c'est une manne financière de dingue, parce qu'il y a de grandes chances que la Nintendo Switch se vende très bien, et ben franchement, t'as un Starfield qui tourne sur Nintendo Switch, c'est pas ultra la classe quand même, ou un Indiana Jones qui ira dans le métro sur ta console, moi je trouve ça trop cool. Alors pour un Starfield ça peut être cool, Indy je pense qu'il vaut mieux quand même être dans son canapé sur son grand écran, mais en tout cas oui ça peut être très cool, mais on sait ce que voudrait Microsoft sur le long terme, c'est refourguer du Game Pass. Pourquoi pas mettre le Game Pass sur Switch ou peut-être sur PlayStation ou sur d'autres supports, et là je pense que Microsoft entre le PC et la Xbox a atteint une sorte de plafond de verre et n'arrive plus à évoluer en fait, et donc il y a que deux possibilités dans ces cas-là, c'est soit ils augmentent les prix, donc comme l'ont fait PlayStation, c'est un levier de croissance de la vente des jeux. Voilà, c'est ça. Soit ils essayent d'avoir un nouveau parc pour pouvoir agrandir un maximum. Donc on commence déjà à avoir des applications Xbox sur plusieurs téléconnectés. J'ai acheté une Samsung dernièrement et j'ai une application Xbox si j'ai envie dessus pour jouer à des jeux en cloud. Mais François. En cloud. Mais ça n'empêche que c'est la meilleure façon de faire en tout cas, et la meilleure possibilité. Alors c'est comme ça que tu vois toi un petit peu l'avenir de Xbox, à savoir ils vont continuer à chercher d'étendre le Game Pass sur les consoles concurrentes. Moi tu vois je pensais pas, tu vois, moi c'est pas comme ça que je voyais le truc. Je pense c'est que là pour l'instant ils s'immiscent petit à petit en vendant des jeux plein pot. Après ils vont essayer de refourguer du Game Pass, si les jeux marchent vraiment très très bien, ça va leur donner une force de frappe on va dire pour la négociation, et une fois que le Game Pass est là, ça leur fait une rentrée d'argent très régulière, même s'il y a une commission prise par les autres éditeurs qui serait malheureusement, oui pour moi ça serait malheureusement trop intéressante pour Microsoft pour qu'ils s'en passent. Je sais pas, mais après franchement c'est un argument qui se tient carrément. Moi je me disais que tu vois quel intérêt pour un Nintendo de faire rentrer le Game Pass, sachant que c'est pas le public, ils vont moins vendre de jeux, alors que la vente de jeux sur Nintendo Switch c'est très très porteur. Mais après attention, ça se tient. Moi ce que je voyais plus, c'est étendre en effet leurs jeux partout, qu'ils soient disponibles partout vraiment en tant qu'éditeur tiers, et la seule exclusivité que la marque garderait sur ces machines, parce qu'ils veulent continuer à produire des machines, ce serait le Game Pass. Mais après j'irai plus loin dans mon développement, c'est que je pense qu'à terme il n'y aura plus de Xbox. C'est que si tu voudras jouer à des jeux Microsoft, tu passeras par le Game Pass, mais via d'autres consoles en fait. Donc je pense que la prochaine génération de consoles sera peut-être la dernière génération de consoles d'hardware en tout cas pour Microsoft. Alors quel talent, Kira, tu me offrais la transition sur le dernier sujet que je voulais développer. C'était le hardware, parce que Xbox disait qu'il voulait continuer un petit peu le hardware, quelque chose d'innovant, et il y a une phrase qui est quand même importante. Phil Spencer disait, avec l'arrivée de la Nintendo Switch 2 et l'essor des PC portables, ça c'est ultra important, la série S est plus utile que jamais, parce que c'est vrai qu'on remettait en cause parfois l'existence de la série S, sauf qu'il y a en effet quelque chose qui a bouleversé le marché, c'est la Steam Deck d'abord, la Switch qui fait pas la course à la puissance, et en fait je me dis que peut-être Kira, l'avenir des consoles n'est plus la puissance, mais plutôt des consoles hybrides qui pourraient faire tourner tout un tas de jeux, et on a peut-être atteint finalement avec cette génération de consoles une sorte de plafond de verre technologique, où est-ce qu'on ira vraiment vraiment plus loin. Moi je vois la Xbox de demain, pour moi ce sera une console hybride, comme une Steam Deck, comme la Switch, parce que c'est trop porteur, et aussi quelque chose de très ouvert en termes de logiciel, d'OS, avec derrière Microsoft. Pour moi, c'est Satya Nadella et la marque Microsoft qui veut reprendre la main sur le hardware. C'est comme ça que je le verrais, tu vois, pour faire quelque chose d'un peu hybride avec les PC qu'ils vendent d'un côté et le Xbox Gaming. Oui, ça peut être même très intéressant et un bon mood de leur part, parce que maintenant les gens veulent faire de plus en plus de choses avec leur console. Après, quand on pense à la technologie, tu parlais de plafond de verre tout à l'heure, regarde, la PlayStation 5 est une console qui certes s'est bien vendue. Ils ont sorti une PlayStation 5 Pro, j'ai du mal à le dire tellement je trouve que ça sert à rien, mais une PlayStation 5 Pro, cette PlayStation 5 Pro, qu'est-ce qu'elle apporte pour l'instant ? Pas grand chose en fait, car les jeux,
La PlayStation 5 standard en a encore quand même pas mal sous le capot. La plupart des jeux ont même quelques problèmes de compatibilité, on va dire, mais ça n'empêche que là on va arriver à un stade, la console a déjà 5 ans, généralement la durée de vie d'une console c'est 7 ans, enfin, moi clairement je vois pas Sony sortir une PlayStation 6 dans 2 ans en fait, qui soit, on va dire qui va totalement redéfinir l'aspect technique des jeux vidéo ou quoi, enfin en tout cas je le sens pas comme ça. Et le truc c'est que j'ai lu un article cette semaine justement qui parlait de la série S, alors j'étais le premier à pester sur la série S en fait. Et la conclusion de l'article, en grosso merdo, disait que la série S en fait est une console qui est certes moins puissante, mais pour que les jeux tournent bien dessus, il faut que les jeux soient parfaitement optimisés en fait. Et on le sait à l'heure actuelle, la plupart des jeux qui sortent sont malheureusement pas suffisamment optimisés. On voit le nombre de patchs qui sortent derrière, Day One, des choses comme ça et tout. Et le problème c'est que pour vraiment profiter au maximum de cette console, et j'ai vu des jeux tourner dessus, c'est quand même très très propre. J'ai vu Indiana Jones tourner dessus, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau pour une série S. C'est juste qu'il faut que les jeux soient clean en fait. Et est-ce que ce serait pas aussi ça le problème actuellement, c'est que beaucoup d'éditeurs se plaignent de l'architecture de la série S, mais au final ceux qui se plaignent c'est essentiellement ceux qui sortent des jeux qui sont pétés de partout. Ouais, après donc est-ce qu'il y a une volonté vraiment de chercher à optimiser pour la série S? En vrai, le parc installé est faible, les joueurs série S consomment du Game Pass, ils achètent moins de jeux. Franchement, pour moi, un éditeur tiers a aucun intérêt de consacrer des ressources à développer sur cette console, à part quand t'es en interne et en effet c'est ton hardware. Mais juste pour la PS5 Pro, pour moi elle a apporté une chose quand même qui est cruciale, et c'est pour moi ça l'avenir du jeu vidéo, et uniquement ça, c'est le PSSR ou le DLSS pour Nvidia, ce que Nintendo fera certainement porter sur sa Switch 2, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des processeurs, au sein de l'architecture graphique des consoles, pour faire des consoles moins puissantes, à moindre coût, donc peut-être plus proche d'une série S, mais qui aura dans le ventre la capacité de faire tourner des jeux pro grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, la PS5 Pro, en effet, c'est peut-être maladroit, et je sais que ça a été patché, je crois, cette semaine, et c'est mieux en mieux, mais en tout cas, c'est vraiment cette technologie, reprenons plutôt Nvidia, le DLSS que les joueurs PC connaissent, qui est, tu vois, l'avenir à mon sens du jeu vidéo, et qui va aussi demander aux développeurs peut-être moins de contraintes, moins d'optimisation, et peut-être, pour rejoindre ton argument, ça va aider aussi à l'optimisation d'une multitude de configuration, parce que quand tu auras la Steam Deck, quand tu as la Asus ROG, quand tu as la Xbox Series S, ça, tu vois, ça demande des ressources. L'IA aiderait peut-être à ça, tu vois. Et moi, ça, je trouve ça intéressant comme technologie. Oui, je pense que c'est un des bons points de l'intelligence artificielle, justement, c'est qu'intégré aux machines, je sais que moi, je l'ai dans ma télévision, je l'ai activé. Et alors, t'en vois le bénéfice ? Et sur des... en fait, j'en vois le bénéfice surtout quand je lance un vieux DVD. J'ai l'impression que c'est plus net en fait quand je l'active ou je désactive, comme si le film était scanné en temps réel en fait, si tu veux, et corrigé justement cet effet de flou et de sentiment qu'on pouvait avoir à certains moments. C'était quoi ce petit DVD, dis-nous ? C'est avouable ou pas ? Oui, c'était Bernie. Je connais pas. Ah oui, moi mes DVD sont toujours avouables. Mais ouais, non, c'était Bernie que j'ai regardé d'ailleurs avec des potes que je salue. Bisous Bernie. Dernièrement. Ah, c'était pas le nom de tes potes, c'était le nom du film. Ouais, c'est le nom du film, ouais. Okay. Avec Albert Dupontel, c'est un grand classique. Alors tout le monde, vous pouvez huer Sid pour sa méconnaissance des grands classiques. Son inculture, j'ai pas vu Les Bronzés et je vais au ski dans 2 jours. C'est quand même la honte, ça, non ? Oui, c'est totalement la honte. Donc si vous le croisez au ski, vous pouvez lui balancer des trucs. Bon, ça va, ils me connaissent pas. Parce que dans la vraie vie, spoiler, je m'appelle pas Sid. Vous le saviez pas. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la partie Xbox ? Non, moi j'ai rien de plus à rajouter. En tout cas, on leur souhaite un bel avenir. Oui, bien sûr, hein, comme toujours. Bon, passons sur gros dos. Hein. Là, on enchaîne sur un gros dos quand même. Xenoblade Chronicle Definitive Edition, donc développé par Monolith. Monolith, c'est un sacré studio que j'ai appris à découvrir il y a peu de temps, justement, avec Xenoblade, mais voilà, ils en ont dans le capot. Hein. Je sais, toi qui es depuis peu de temps sur Xenoblade, je sais pas si tu partages mon... Voilà, et dire que ce jeu-là tournait sur Wii, c'est assez fou. Oui, c'est vrai que c'est assez fou, et je serais curieux de savoir en fait s'il y a eu vraiment de si grosses améliorations graphiques sur la Switch par rapport à la Wii. Franchement, il y en a beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas du tout développé dans ma chronique, mais oui, c'est beaucoup plus fin, plus lisse, ça tourne mieux, mais quand même, ça restait une prouesse technique pour la Wii. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou, tu vois.
Ah bah on en parlait tout à l'heure, un jeu optimisé, hein ça fait toute la différence. Et un jeu propriétaire, ça aide aussi, tu vois, en termes d'appropriation de l'architecture et tout, et t'as totalement raison, Xenoblade est peut-être le cas d'école d'un jeu très bien optimisé pour la plateforme. Et Monolith, c'est un studio que je trouve vraiment stratégique chez Nintendo, parce que je sais pas si tu le sais, Kira, et moi je l'ai découvert il y a peu de temps en m'intéressant au studio, c'est que au-delà de développer les plus gros JRPG propriétaires de Nintendo, et c'est aussi un studio support, donc qui va aider d'autres studios. Je crois qu'ils ont travaillé sur Splatoon, sur Animal Crossing, enfin bref, leur talent aide aussi, peut-être dans l'optimisation d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font précisément, mais tu vois, ils aident aussi d'autres studios de Nintendo, et ça je trouve quand même ça fait un peu de taulier, quoi. Oui, puis souvent ça fait la différence, hein. Quand tu as des studios comme ça qui peuvent venir en backup, ça permet justement d'avoir une plus grande expertise et surtout une plus grande maîtrise de différents procédés, différents moteurs graphiques, etc. Ouais, et puis ça fait vraiment, je te dis, ça fait taulier, quoi. Ça fait vraiment voilà, c'est des boss. Et on sait que voilà, Nintendo aime bien aussi optimiser, rationaliser ses ressources et tout. Donc voilà, Monolith font ça en plus de développer les Xenoblade, Xenogears. Enfin, ils ont fait pas mal de choses. Et à la tête de la saga Xenoblade, il y a Tetsuya Takahashi, donc qui est un développeur qui met vraiment de l'âme dans ses jeux, et tous ses jeux ont un petit peu le même ADN pour plein d'aspects, et ceux que je décrirai du coup pendant la chronique. Deux big up quand même. Un au Discord Xeno Série France, qui m'ont donné des conseils et qui ont suivi mes pérégrinations sur... qui t'ont accompagné pendant ta petite balade. Parce que c'est un jeu très communautaire, hein. C'est vraiment... Il y a un aspect... soit on le vit un peu reclus comme toi pour profiter de l'expérience et tout machin, ou soit c'est vrai, on découvre cet aspect très communautaire. Il y a une base Fane absolument énorme, c'est assez fou, et en ça, ce Discord, voilà, allez leur faire un petit coucou si vous êtes fan de... Après, c'est vrai que je préfère maintenant découvrir les jeux comme ça, parce que le problème, moi, c'est que je me suis aperçu que la surhype me gâchait souvent l'expérience, en fait. Des gens qui ont trop aimé un jeu, qui nous le survendent, il y a toujours ce côté un peu déceptif quand ils jouent sur le moment, tu vois. Donc maintenant, je préfère prendre mon temps, jouer isolé, me faire mon propre avis, et puis de là, j'avance à mon rythme. T'as bien raison. Et le deuxième... big up, c'est à Damien Méchery, donc qui est auteur chez Third Edition, qui a supervisé le livre de Third qui arrive sur Xenoblade, et c'était une sorte de running gag dans les podcasts de Third, voilà, de taquiner un peu Damien sur son amour de Xenoblade, et ça m'a un petit peu titillé. En fait, j'ai découvert vraiment complètement par hasard Xenoblade grâce à ça. Tu l'as découvert comment, toi, du coup, Kira, la licence Xenoblade, j'en avais entendu parler essentiellement sur Twitter, où beaucoup de personnes m'en avaient parlé. J'ai une personne qui m'en a aussi beaucoup parlé à une époque, mais c'est vrai que je n'avais plus de Switch à ce moment-là, et j'étais pas spécialement intéressé. Et après, on m'a proposé de me l'offrir à Noël. Donc, ça se refuse pas, ça. Accepté. Mais... ça se refuse pas, et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de me mettre le pied à l'étrier, quoi. Donc c'est vrai que j'avais pas spécialement d'a priori sur cette licence, qu'autant je suis pas fan de design japonais pour les jeux quand ils sont photoréalistes, on va dire, comme Final Fantasy VII par exemple, mais quand ils ont un design plus typé dessin animé plus manga, là ça me gêne pas du tout, en fait. J'arrive à faire j'ai une sorte de barrière dans ces moments-là où j'arrive à accepter plus de choses. Et toi qui joues un petit peu au jeu, et c'est toi qui vas mettre le pied à l'étrier de cette chronique, est-ce que tu te rappelles comment on appelle les compétences ou les pouvoirs des personnages dans Xenoblade Chronicles ? Non, moi j'appelle ça des compétences. Non, moi j'appelle ça des compétences. Je pensais vraiment que tu allais mettre le pied à l'étrier. Pas grave. Donc on appelle ça les arts, des arts. A comme art comme l'art, hein, ARTS, quand il y en a plusieurs. Eh bien, à l'image, c'était ça le pied à l'étrier que tu me donnais, à l'image des personnages du jeu qui utilisent leur art pour utiliser leurs compétences, on verra quels sont les arts justement qu'ont utilisé les développeurs pour faire de ce jeu peut-être une œuvre d'art, on va voir, hein. Donc c'était plein de jeux de mots autour de l'art. Je vois ça, hein. T'es très lancé sur la partie jeu de mots. Et on va développer 4 arts. Pour moi, ils sont très forts sur 4 gros aspects, mais avant, un petit peu de musique, et après on part sur Bionis.
Donc le premier art que maîtrise à la perfection Monolith Software, c'est l'art du JRPG. Parce que oui, et ça je pense que c'est un élément qu'il faut avoir en tête, et que d'ailleurs la hype peut nous faire un petit peu oublier. Tout le monde dit Xenoblade c'est ouf, et Xenoblade c'est ouf, mais je pense quand même il faut savoir dans quoi on met les pieds, parce que c'est du JRPG pur jus, avec ce qu'il a comme point fort et comme irritant, si je puis dire. Et donc l'art du JRPG, c'est avant tout pour moi un univers original, immersif. Donc je vais décrire l'univers et tu vas me dire comment toi tu l'as perçu, Kira, comme tu es sur le jeu. Donc il commence par une cinématique assez impressionnante, même pour de la Switch qui provient de la Wii, où l'on découvre deux géants. Voilà, deux titans, deux géants combattant dans un océan en plus à perte de vue, comme si que le seul élément solide qu'il y avait dans cet univers, c'est ces deux géants. Et au son des fracas de leurs armes titanesques, on découvre que ces colosses ont la vocation d'accueillir la vie. Et à un moment, ils finirent stoppés dans leur combat, comme figés dans une sorte de torpeur, qui d'ailleurs je trouve représente bien la veine querelle qui les anime. Enfin, c'est un combat qui est pas impressionnant, mais qui laisse un peu songeur. On se demande à quoi bon déjà, et ça questionne dès le début, c'est intéressant. Et donc on a l'immense épée de Mekonis, donc un des noms des géants, qui est planté dans le corps de Baionis, le second, et on découvre bien plus tard, après cette bataille, que la vie a émergé sur ces titans, donc accueillant différents même villes, villages, parce que c'est vraiment des titans, mais au sens gigantesque. Si vous êtes dessus, vous n'avez même pas conscience d'être sur un titan. Et donc sur Baionis, il y a les hommes, donc les humains, donc c'est H-O-M-Z, comme ça, voilà. Hommes. Il y a la faune, la flore qui est très organique, bucolique même si je puis dire, très verdoyant. Et en face, sur Mekonis, il y a un peuple plus de machines, d'acier, etc. Et ces peuples vont malheureusement reproduire, si on peut dire, l'erreur de ces géniteurs, à savoir une guerre sans merci de territoire pour essayer d'exterminer l'autre. Et donc nous, on incarne Shulk, un scientifique, donc qui n'avait pas vocation à être un combattant, mais malgré lui, il se retrouve à manier une épée légendaire, et une épée qui a vocation à changer le cours de la guerre, une épée qui recèle un don quasi divin de prédire l'avenir, et c'est la Monado. Et donc, énorme point fort, disons-le dès le début, c'est un élément très engageant, ce scénario, son histoire, son univers, sa promesse de voyage, parce que tout de suite, ça invite à parcourir ces titans pour découvrir les différentes zones, etc. Et ça, c'est une des premières ambitions. Moi, j'aime le JRPG pour son voyage. Est-ce que ça t'a donné le même sentiment que moi, Kim ? Alors pour la partie voyage et personnage, moi c'est vrai que ça me plaît beaucoup, en tout cas ce côté allégorie, tu sais, des mêmes erreurs qui se répètent, où chaque titan a entre guillemets engendré un peuple, et que ce peuple va affronter l'autre peuple pour dire que c'est un cycle sans fin. C'est quelque chose qui me parle énormément, cette notion de destinée en fait que j'apprécie beaucoup. Et comme tu le disais, le côté voyage en fait est quelque chose qui marche super bien, et qui permet de redéfinir les biomes systématiquement, comme dans tous les bons JRPG en tout cas. Ouais, exactement. Cette guerre encore un peu vaine, comme j'expliquais, sans sens, où même nous, en tant que joueurs, on se retrouve très vite dans la bataille, élément fort du jeu, hein. On est très vite dans le rythme, on est très vite dans l'action, et on se retrouve à combattre ces machines parce qu'il faut les combattre, et ce sens qu'il n'y a pas au début sur cette guerre est très parlant en termes de symbolique. Donc voilà, pour moi vraiment très gros élément fort, qui est très bien représenté par ces deux titans, où comme je disais au début, sans contexte, on les voit se battre jusqu'à se figer, et voilà, c'est une très très belle introduction. C'est une des plus marquantes que j'ai eues dans un jeu. Oui, puis ce côté pourquoi on combat en fait. Ouais, exactement. Et je parlais de Gundam la semaine dernière, c'est un peu ça, tu vois, il y a ça aussi dans Gundam, et je trouve que c'est une façon très intelligente de traiter la guerre, et très contemporaine, parce qu'on peut
renvoyer ça aux propres conflits qui existent dans notre monde. Donc voilà, très subtil et encore très, très actuel. C'est très japonais surtout, hein. Ce genre de messages, en fait, c'est des messages qu'on trouve beaucoup chez eux, même si les Japonais ont été longtemps un peuple guerrier, et on peut dire l'est toujours, ça reste aussi un peuple très pacifique, en fait. Et il y a toujours un message derrière, que ce soit un message écologique ou un message de paix, en fait, qu'on retrouve sur... oui, c'est ça, qu'on retrouve dans énormément d'œuvres, et c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui transpire de ce que j'ai fait sur Xenoblade. Donc, toujours pour rester dans les points forts du JRPG, on est toujours dans l'art du JRPG. Donc, il y a le gameplay. Donc, moi, je le mets dans les points forts parce que j'aime ça. Après, ça peut être le plus déroutant, je pense, quand on n'a pas l'habitude des JRPG et qu'on va dessus. Donc là, je vais pas décrire en fond, en long, large, en travers, mais en gros, notre personnage, il auto-attaque. Il attaque tout seul. Et nous, des attaques d'ailleurs relativement anecdotiques, et nous par contre on va piocher dans les arts justement, donc qui sont les compétences des personnages, avec une petite barre d'action qu'il y a en dessous pour utiliser des actions plus fortes, plus puissantes et venir à bout de nos ennemis. Et en plus, en fonction de le positionnement de notre personnage, parce qu'on est libre de nos mouvements, si on tape par derrière un personnage avec certaines attaques, on fait plus de dégâts, sachant que en plus, le tout est enrichi par un système d'hostilité, donc qui envoie le focus des attaques ennemies vers un personnage, plutôt vers l'aggro, plutôt vers un tank du coup, parce qu'il y a cette réflexion à avoir sur nos personnages autour de l'archétype. Donc il y a des personnages qui seront plus à faire des dégâts, donc des DPS, il y en a certains de la magie comme Melia, des soigneurs comme Charla, etc. Enfin, ils ont tous des archétypes qu'il va falloir un petit peu optimiser en dehors des combats pour mettre en scène lors des affrontements. Donc le tout fonctionne bien. Moi je vois ça comme une sorte de tour par tour déguisé, parce que finalement les arts que l'on va utiliser, ils ont des cooldowns, donc ils ont des délais de réutilisation. Les auto-attaques sont assez anecdotiques, et aussi j'ai été frappé par un de nos auditeurs qui avait commencé suite à des posts que j'avais fait, et lui était étonné de pas pouvoir esquiver, ou quand il s'éloignait des personnages, il recevait quand même des dégâts. Mais c'est parce qu'encore une fois, l'aspect géographique de notre personnage, le fait qu'il bouge, c'est surtout pour taper au bon endroit, mais on reçoit les attaques même si on s'éloigne. C'est pour ça que moi je l'assimile à une sorte de tour par tour déguisé par du temps réel, mais qui en finalement en est pas vraiment. Mais c'est un élément fort. Le temps réel, c'est surtout pour la mise en scène, en fait, qui te permet d'avoir toujours une image en mouvement, une sensation de combat plus épique. Toujours au crédit des JRPG, donc ces personnages. Donc là aussi, haut en couleur, bigarré, look improbable, des grosses épées, des persos tout kawaii. Moi, j'adore les dans un style nopons. de dessin animé, ça choque pas, en fait. Non, mais moi je trouve ça très. Moi, franchement, j'adore, et ça renvoie évidemment aussi aux personnages de Final Fantasy dans l'écriture. Donc, je ferai pas mal de parallèles avec Final Fantasy. C'est parce que ce sont des personnages bigarrés, hauts en couleur, mais qui ont aussi un esprit torturé. Ils ont un bagage, ils ont des traumatismes, ils ont des côtés sombres, et on n'est pas sur une œuvre tout blanc ou tout noir, et en fait tout le temps le jeu joue sur ces contrastes, et ça les rend vraiment très humains, très attachants. Donc voilà, vraiment un élément fort. Donc ces personnages, Shulk, Fiora, Dunban que j'adore, Melia qui est mon personnage préféré. On a un héros Nopon aussi qui est trop drôle, donc c'est un peu les Mog de Final Fantasy dans Xenoblade. Il y a Rain, Charla. En fait, cette team, pour moi, c'était vraiment mes gars sûrs que j'envoyais au front au combat, et il me manque vraiment depuis que j'ai terminé le jeu, parce que il y a vraiment un attachement qui se crée durant toute cette partie, parce qu'ils sont terriblement humains. C'est des personnages vraiment très très bien écrits. Tu veux dire qu'ils sont pas dans le 2 ? Les jeux sont indépendants. Ah d'accord. Donc ce n'est pas un spoil, non, c'est vraiment comme Final Fantasy, tu prends des jeux, ils ont des numéros, mais ils sont tous univers et personnages différents, très différents. Ah ok, ouais, donc ça t'oblige à te réattacher aux personnages et tout au fur et à mesure. Tu repars de zéro, c'est ce que j'ai vécu sur le 2 d'ailleurs, ouais. La structure, très JRPG, on a des cinématiques qui développent l'intrigue, on a des zones semi-ouvertes à explorer, on a des donjons plus resserrés qui nous emmènent vers le boss, et on arrive à une nouvelle cinématique qui développe l'intrigue, et ça suit au long cours sur tous les chapitres, avec la multitude de PNJ, de quêtes annexes, tout FedEx, il faut se le dire. Donc on va d'un point A à un point B en passant par un point X ou Y, on s'en fiche. On doit X loups dans les forêts, récolter moult ressources. C'est du classique, c'est une structure de JRPG qui ne m'a jamais dérangé, mais qui peut être un frein, je l'entends.
moi ça me fait évidemment beaucoup penser à Final Fantasy XVI dans la structure, mais c'est parce que le JRPG est comme ça. La World Map en moins pour les comparaisons avec Final Fantasy, mais ils ont quand même réussi à toujours récompenser l'exploration avec des magnifiques panoramas. Je pense que là où t'en es, t'as dû découvrir des zones, je pense à la jambe de Baionis qui est magnifique. Exactement. Ouais, c'est... En fait, moi, ça m'a jamais dérangé parce que je suis pas moi, ça me dérange pas de faire des quêtes FedEx, etc. Mais là, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Je suis jamais allé chercher la quête. Par contre, quand elle est tombée sur mon chemin, je la faisais, mais j'étais pas allé farmer. Mais par contre, toujours un immense plaisir de, découvrir ces zones qui sont absolument magnifiques. Alors, tu vois, moi, autant c'est le genre de truc qui me gêne quand je joue sur ma télévision dans mon salon, en fait, mais quand je joue sur des courtes sessions en nomade, ça me gêne moins. Bon, après je remets aussi le jeu dans son contexte, hein. C'est un jeu qui a quelques années maintenant. Le premier il est sorti en 2011 je crois. Oui c'est ça, oui, donc quasiment une quinzaine d'années. Et du coup ça me gêne moins, on va dire, parce qu'encore une fois je vais pas jouer des journées complètes dessus en fait. Et l'histoire est tellement accrocheuse que j'arrive à tenir malgré ça. Ouais, je comprends complètement et ça s'entend. Moi, tu vois, quand je suis ce matin, voilà, cas typique, j'avais 1 heure de train, je voulais pas me lancer dans des quêtes scénarisées et tout machin. J'avais les écouteurs, il y avait du bruit. Là, j'ai fait les quêtes FedEx, tu vois. Enfin, ça permet tu vois, de jouer au jeu sans forcément. Ouais, exactement. On en vient aux points faibles du genre du JRPG, qui sont pour moi des points faibles aussi qu'on peut appliquer à Xenoblade. C'est les multitudes de systèmes. Donc il y a les gemmes, il y a leur optimisation, il y a les relations entre les personnages, il y a les sociogrammes dans les villes, il y a les points de compétences, il y a plusieurs points de compétences différents, il y a plusieurs arbres de compétences, il y a des arbres de compétences interconnectés entre les personnages, il y a des statistiques diverses et variées, il y a l'encyclopédie. Bon, j'ai fait exprès de... Mais il y en a beaucoup, quoi. Le jeu pullule littéralement de systèmes à appréhender, certains complètement facultatifs, certains indispensables pour aller au bout. Et pour moi, c'est un vrai reproche que je peux faire au jeu, c'est que ça peut repousser certains, ça peut décourager. Moi, ça va, j'ai réussi à m'abreuver de tout ça, mais ça peut avoir un côté au premier abord, déstabilisant. Tu vois, un côté... qui fait un peu peur quoi quand on connaît pas le jeu. C'est totalement le cas. Moi le 2e chapitre, je t'avoue, j'ai eu un léger frein. J'ai envie de continuer pour l'ambiance et certains personnages que j'appréciais. Mais c'est vrai que toute cette profusion de mécaniques m'ont un peu... En plus, elles sont pas données de façon, ludique et avec une certaine... comment dire... Non, t'as un tuto, on te l'embalance et fin d'histoire. Là, ça arrive, mais c'est assez brut et t'as très peu de temps pour pouvoir t'appréhender les choses. Et quand on comprend certaines, tu dis, ouais, en fait, c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, ça fait aussi partie du jeu et je pense que c'est ce qui fait aussi pourquoi la durée de vie du jeu est si longue, en fait. C'est justement cette profusion de mécaniques qui permet d'aller gratter certaines choses si on a envie. Oui, complètement. Je le garde vraiment en rang des reproches. En fait, je fais 2 reproches au jeu, c'est ça, la multitude de systèmes et qui est distillée de façon un peu abrupte et difficile au début, je trouve, et l'interface en effet, parce que en plus il y a beaucoup de mécaniques, mais en plus il y a beaucoup de logos, il y a beaucoup de l'écran est très chargé, il y a des jauges, il y a des logos, il y a des marqueurs. Donc si vous aimez plutôt le style épuré d'un Breath of the Wild ou d'un Elden Ring, comme moi. Bon, vous allez un peu, mais il peut y avoir des moments de friction. Même moi, franchement, je me suis dit, waouh, là, il y en a trop. Et je me suis fait la remarque encore pire sur le 2. Mais là, je suis pas en train de faire une chronique sur le 2, mais c'est pire sur le 2. Donc voilà. Donc les développeurs maîtrisent complètement l'art du JRPG avec ses forces et ses faiblesses, mais c'est un JRPG pur jus qui est bourré de qualité. Et d'ailleurs, dans les autres arts des développeurs que je vais décrire à partir de maintenant, c'est un florilège de superlatifs, donc ça va aller beaucoup plus vite. Donc j'ai noté l'art de la mise en scène. Les développeurs sont des oufs, qui sont dans un niveau de détail dans les cinématiques que j'ai vraiment, je pense, jamais vu. Je le dis, quel que soit le jeu, j'ai jamais vu ça. Ça a été mon premier vrai effet waouh sur le jeu. C'est le rythme des cinématiques, c'est leur côté justement très cinématographique. Parfois la caméra est derrière le personnage, parfois elle est en bas du sol, parfois elle accompagne l'action, il y a des travelling, il y a des plans séquences. En fait, on a vraiment le sentiment que les développeurs se sont fait plaisir avec des mises en scène qui sont bien huilées, et j'ai vu vraiment le boss
J'ai imaginé vraiment le boss dire à ses développeurs faites comme ça, comme un réal, tu vois, le ferait à ses acteurs. Et il en ressort quoi ? Un visuel en fait juste trop vivant, captivant, une sensation de réalisme, une intensité qui était folle. Les cinématiques m'ont captivé. Parfois, moi, ça me saoule les cinématiques. J'ai pas envie de les regarder. Des fois, je les zappe. Moi, j'adore des ça. Fois... ouais, je sais. Mais tu vois, en fait, je me suis retrouvé dans la peau de Kira parce que j'avais ce niveau d'attention sur les cinématiques parce qu'en fait, ils ont fait un travail que j'ai jamais vu ailleurs. Et en fait, repérer tel effet de style, regarder la subtilité des actions, le cadrage et tout, c'est du caviar et tu te sens valorisé. En fait, moi, je me suis senti vraiment, en tant que spectateur, valorisé. Je me suis dit, tiens, en fait, ils m'ont chouchouté, tu vois, quand je regarde ces cinématiques, ils ont fait attention à ce que le joueur ait de l'attention, à ce qu'il soit flatté. Enfin, vraiment, je te dis, ça a été mon premier effet waouh sur le jeu et qui fait que en fait, je suis allé au bout. Bah, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Alors après, c'est pas les meilleures cinématiques que j'ai vues, parce que pour le coup, moi, j'en ai vu beaucoup plus. Mais avec c'est vrai Metal Gear, toi, peut-être aussi. Genre Metal Gear, par exemple, c'est une masterclass en termes de cinématique. Là, j'ai fini Metal Gear 2 il y a pas longtemps pour une prochaine chronique que je vais faire. Et le jeu est sorti en 2001 et le jeu il met une claque encore en termes de mise en scène surtout en termes de level design à énormément de jeux actuels et c'est assez fou en fait de se dire à quel point certains jeux vidéo comme ça sont tellement en avance, mais je pense aussi que c'est parce que le réalisateur du jeu est un connaisseur, un cinéphile je pense, là plus dans le côté manga, parce que je me suis demandé à plusieurs moments s'il n'y avait pas des studios de Japanimation en fait qui n'étaient pas derrière la mise en scène de ces cinématiques. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est très très bien fait, c'est hyper dense, il y a des plans débulés, des caméras qui zooment dans tous les sens. À un moment ils ont fait un travelling compensé, vraiment ça part dans tous les sens et moi, c'est ce qui fait que ça m'a accroché. C'est pour ça que j'accroche à ce jeu. C'est parce que j'attends chaque cinématique comme une récompense, en fait, à mon avancée dans le jeu, en fait. Donc, au-delà du gameplay, où j'arrive à passer certaines choses que je ne supporte pas en temps réel, j'attends ces cinématiques pour voir ce que ça va donner, en fait. Totalement. Et je suis d'accord avec toi. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était beaucoup sur des Metal Gear Solid. Yakuza aussi fait beaucoup ce style de cinématique. Mais ça n'empêche que c'est super gratifiant, en fait. Ouais, mais en fait, c'est ça. Je me suis senti valorisé. Et dans l'autre point que je développe, ça m'a fait le même sentiment. Donc c'est l'art du rebondissement, j'ai appelé ça. Donc c'est pas très joli à dire, mais ça veut tout dire. Donc là, je vais pas spoiler évidemment. Il y a 15 chapitres, plus ou moins longs d'ailleurs. Il y en a des très longs. Le marqueur très fort à chaque fin de chapitre, c'est qu'on a un cliffhanger qui est doublé d'une révélation, tout à fait. Et en fait, j'ai vécu la série, chaque chapitre comme un épisode d'une série justement, tu m'as devancé et en fait ça génère deux choses, chez moi ça a généré deux choses. Déjà la première c'est aucune forme de lassitude, vraiment 80 heures que j'ai vécu. Chaque chapitre différemment, chaque rebondissement m'a fait repartir de zéro sur mes certitudes. Chaque chapitre m'a fait vivre une aventure presque différente en portant chaque chapitre de porter des messages différents, des visions différentes, des postures différentes. Et la seconde, c'est que ça m'a fait adhérer en fait. Tu vois, je suis sur un jeu de 80 heures, le risque c'est de le lâcher. À un moment, la manette te tombe des mains parce que tu as un petit sentiment. Et puis des fois, t'as envie de jouer à d'autres choses. Et en fait, je jouais à d'autres choses à chaque chapitre, tu vois, ça me donnait vraiment ce sentiment. Et les rebondissements, en plus, ils sont souvent amenés avec des bouleversements un peu émotionnels. Ils ont joué sur l'émotion. C'est pour ça que j'ai failli appeler ça l'art de l'émotion. C'est qu'à chaque fois, ils jouaient aussi sur des cordes sensibles. Il se passe des choses vraiment dramatiques. Il se passe des choses complètement épiques, mais genre de fou, avec des moments de courage, avec des moments de victoire et de défaite tout aussi terribles. Et en fait, ils nous font accumuler un bagage émotionnel à chaque chapitre dans lequel on doit parfois se délester, on doit changer notre point de vue sur l'histoire. En fait, c'est plein de rebondissements et là aussi, j'ai rarement vu ça et je pense que c'est le point le plus crucial qui fait que les gens aiment énormément ce jeu, c'est qu'il prend tout le temps le joueur à contre-pied et ça, c'est vraiment un élément fort dans le jeu vidéo, tu vois, où tu arrives à chaque fois te remettre en question dans ta compréhension du jeu et ouais, en fait, ça marche, ça marche.
Tu sais, je vais dire, moi je suis au chapitre 7, je suis dans une espèce de forêt en fait, mais c'est tellement joli à regarder en fait, il y a un petit côté, une magie un peu à la Zelda quand tu te balades, tu sais, dans ce petit village enfermé à l'intérieur et tout, que du coup je prends mon temps, j'ai pas envie de sortir de ce lieu que je trouve vraiment superbe en fait. Et chaque chapitre a vraiment un style différent, une ADN différente, il y en a que j'aime moins que d'autres forcément, mais là je me retrouve vraiment dans un coin, tu sais, quand tu passes d'un champ de fleurs qui est super joli, puis d'un coup t'arrives au creux de cette forêt là où tu vois ce petit village, enfin j'ai vraiment cette sensation d'être un globe-trotter en fait et de me balader. Ouais, tu dois être à la forêt des Nopons je pense, et c'est un moment assez fort aussi qui est très joli, très bucolique, un peu Zelda, c'est vrai que l'analogie est bien en termes d'univers, de côté un peu féerique, et tu vois, de toute façon le jeu va te bousculer tout le temps et voilà, tu vas passer par toutes les émotions comme je disais. Et avant la conclusion, et là c'est la session la plus courte parce que je considère que j'ai pas de compétences du tout en musique, donc à part vous dire que la musique est trop cool, bah voilà, la musique est trop cool, mais voilà, l'art de la musique c'est accompagner les moments épiques, les ballades champêtres, t'en parlais sur la jambe de Bionis, la musique est magnifique, celle de la Colonie 6 aussi, donc l'OST est incroyable, un de mes préférés all time, elle est vraiment marquante la musique, à chaque session pareil elle transporte une émotion, et donc voilà, on va créditer, c'est Yoko Shimomura, donc une femme qui a travaillé sur Super Mario RPG, Legend of Zelda, Street Fighter 2, Breath of the Wild. Son bijou c'est Xenoblade, et derrière elle il y avait le label de Nobuo Uematsu, donc il y a aussi des collabs, il y a d'autres compositeurs qui ont travaillé avec elle, dont le légendaire Yasunori Mitsuda qui a fait les musiques de Chrono Trigger. Donc voilà, c'est du très très lourd, les gros JRPG sont accompagnés de très grosses musiques, Xenoblade n'en fait pas exception, c'est du caviar, je l'écoute régulièrement, c'est somptueux, et là aussi ça contribue à notre attachement au jeu. Je suis d'accord, la musique est top. Donc en conclusion, et je suis désolé Kira, j'ai beaucoup parlé, mais c'était un gros dos. C'était un petit débat, je donnais aussi mon petit oui, c'est pour ça que je t'ai inclus un maximum en effet dans la conversation, mais Xenoblade Chronicle est, je pense, sans le surjouer, un des jeux qui peut marquer des joueurs à vie, donc vous peut-être, moi il m'a beaucoup marqué en tout cas, parce que tout ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait très bien, et il est au sommet de son art sur à peu près tous les items que j'ai évoqués. Donc oui, je trouve en tout cas, moi c'est une œuvre d'art dans la mise en scène, dans l'écriture, dans l'univers. On est sur du JRPG, dans cette thématique, tu fais bien de le préciser, on est sur du JRPG pur jus, avec les contraintes que ça comporte, et j'ai essayé d'être objectif en disant vraiment ce que ça pouvait aussi repousser pour certains joueurs, mais ouais, en fait moi j'en garde que de l'amour, que du positif. Il est déjà hissé au rang culte pour moi au niveau de certains Final Fantasy, donc c'est dire chez moi qui est quand même comme pseudo Sid. Donc voilà, deux sagas qui se complètent à merveille dans mon petit cœur de fan, et voilà, jouez à Xenoblade Chronicle, donnez-lui sa chance, même si vous n'êtes pas trop JRPG, vous pouvez avoir une très très belle surprise, vraiment. Surtout que si vous les voulez en boîte, dépêchez-vous, parce que c'est assez cher à trouver, ça devient de plus en plus dur. C'est pas facile, ouais. Et c'est pas facile à avoir a priori. J'ai tout acheté, certains sous blister et tout, j'ai fait le fou, mais la saga le mérite, et je suis très content Kira que tu te sois lancé en tout cas et que tu découvres. Bah oui, non, vraiment, on en avait beaucoup parlé, c'est vrai que j'ai toujours mis de côté, et puis là, vraiment, quand on me l'a offert la trilogie d'ailleurs, pour Noël, en fait, c'est la copine d'un copain qui revend ses jeux Switch, et on me les a proposés, j'ai dit oui, donc on me les a offerts. Voilà comment je me lance dans cette saga, et je pense aussi qu'elle me marquera en tout cas sur le long terme, parce que ce que je vis pour l'instant est vraiment très très cool, et surtout, au-delà du jeu, et de ces thématiques qui pour moi me touchent profondément, c'est ma façon d'y jouer en fait, tu vois. C'est comme je me suis fait un petit rituel sur ce jeu, tu vois. Tu l'as sanctuarisé un petit peu. Quand j'aurai arrêté quand j'arrêterai d'y jouer, je pense qu'il va me manquer quelque chose, et ça sera difficile, parce que je trouve que ce jeu s'y prête vraiment bien à ce style de jeu en fait. Ma Switch est dans ma chambre, je la recharge sur son deck de temps en temps, et j'y joue vraiment des petites sessions d'1 heure, 1 heure et demie grand max, le temps de faire mon chapitre quoi. Bon écoute, je te laisse la main Kira, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Tu as ta petite chronique hors sujet à nous faire sur un Disney en plus que tu aimes beaucoup, je le sais, donc
Voilà, c'est le moment de te faire plaisir aussi. Exactement. Alors moi, j'ai prévu exprès une petite chronique car je savais que tu allais beaucoup parler. Donc je vais attaquer la chronique de Atlantide, l'Empire perdu, un dessin animé Disney qui est sorti il y a quelques temps et qui n'a pas eu le succès escompté à l'époque. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de le réhabiliter en fait ? Donc je l'ai regardé à nouveau et je me suis dit, allez, c'est parti. Je vous ai sélectionné une petite musique et puis on attaque juste après. C'est parti. Atlantide, l'Empire perdu est un film d'animation sorti en 2001 et réalisé par Gary Trunsdale et Kirk Wiles. Il est produit par Don Hahn, le trio derrière La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. L'idée de film a émergé dans les années 90 lorsque le réalisateur cherchait à explorer un nouveau genre pour Disney. Inspirés par les récits d'aventure et de science-fiction, ils ont décidé de créer un film qui s'éloignerait des contes de fées traditionnels. Le projet était influencé par les œuvres de Jules Verne, bien sûr, notamment 20 milieux sous les mers, qui est un de mes livres préférés, et L'île mystérieuse. C'est vrai que tu l'aimes beaucoup. On a aussi toutes les théories de l'Atlantide, une civilisation perdue et légendaire qu'ils ont utilisées bien sûr au compte de leur histoire fraîchement écrite. En parlant d'histoire, donc, on va suivre Milo, un linguiste cartographe passionné par la légende de l'Atlantide. Il découvre un journal ancien qui contient des indices sur l'emplacement de la cité perdue. Avec l'aide d'un riche mécène, il embarque dans une expédition avec des professionnels de tous bords dans un sous-marin, le sous-marin Ulysse. Les thèmes de la découverte et de l'exploration sont omniprésents, rappelant les voyages extraordinaires des personnages verniens. Nous avons là une belle brochette de personnages variés et bien développés. Milo, qui est un héros atypique, intellectuel et déterminé. Il y a Tintin ? Non, il n'y a pas Tintin. Il est entouré d'une équipe hétéroclite, comprenant le commandant Rourke, la mécanicienne Audrey, le médecin Sweet et la démolisseuse Vinnie. Chacun apporte une compétence unique à l'expédition. L'animation du film se distingue par son style visuel unique, en tout cas, il est influencé par les bandes dessinées de Mac Mignola. Est-ce que tu sais qui est Mac Mignola ? Non, pas du tout. C'est le créateur de Hellboy. Ah d'accord, ok. Voilà. Ce que tu décrivais faisait très jeu vidéo, cette petite bande de personnages qui ont tous leur spécificité, tu vois, le bourrin, le tank, je sais pas, enfin tu vois, ça faisait très jeu vidéo. Et puis tu vas voir que dans la narration du film et surtout dans le développement de ces personnages, on est clairement dans un jeu vidéo en tout cas. Donc la direction artistique mélange des événements steampunk avec des inspirations de l'art déco et des cultures anciennes, créant un univers visuel riche et immersif et surtout très original dans les œuvres de la maison de Mickey. Le casting VF est particulièrement remarquable avec des voix qui apportent leur talent aux personnages. Donc je ne suis pas du tout adepte du Star Talent, mais là nous avons quand même un cast de fou. Nous avons Jean Reno déjà qui prête sa voix à Vinnie, le démolisseur italien avec un accent à couper au couteau. On a Patrick Timsit qui incarne la taupe, l'expert en géologie et en démolissage excentrique. On a Mousse Diouf, donc Feu Mousse Diouf, qui double Cookie, qui double le médecin au grand cœur en fait de l'expédition. On a Bruno Choel qui prête sa voix à Milo. Alors Bruno Choel, tu sais, c'est le doubleur de Marty McFly dans Retour à le futur ou de Ranma, dans Ranma 1,5 en fait. Culte aussi de ouf. Voilà, donc c'est un très très bon doubleur. Et on a également, tu sais, l'acteur qui joue Raymond dans Scène de ménage. Patrick Hernandez, je crois qu'il s'appelle, et c'est lui qui double Cookie, le cuisinier. Il a toujours des vannes un petit peu marrantes et tout. Et quand tu le sais, tu penses qu'à l'acteur en fait. Et du coup, ça donne un petit côté encore plus attachant au personnage. On a également la cité et la tribu de l'Atlantide qui sont traités avec une grande attention aux détails et à la richesse culturelle. Cette fameuse cité est représentée comme une civilisation avancée, autrefois prospère, mais désormais en déclin. Je trouve que les créateurs du film ont imaginé une architecture qui fait très majestueux comme on s'imagine l'Atlantide. Donc ça mêle des éléments de différentes cultures anciennes et ça donne à cette cité une allure à la fois familière et exotique. La tribu Atlante, qui est dirigée par un roi et par sa fille, la princesse Kida, est dépeinte comme un peuple sage et spirituel, possédant des compétences avancées en matière de technologie et de médecine. Donc les Atlantes utilisent des cristaux, tu vois, qu'ils ont autour du cou, des petits cristaux brillants, c'est qui brillent. Ça me fait penser à Avatar.
Ouais, enfin oui, vite fait quoi. En fait, moi je dirais plus à une tribu indienne qui aurait de la technologie, tu vois. Donc ces fameux cristaux mystiques leur donnent une longévité exceptionnelle et des pouvoirs, grâce à ces pouvoirs curatifs. Et ces cristaux sont aussi également la clé de la survie de la civilisation, car c'est leur source d'énergie. Grâce à ça, ils peuvent allumer des espèces par exemple, comme des petits pods, des espèces de petits vaisseaux en fait qui leur permet d'avancer et de tirer si des ennemis pouvaient arriver. Ils peuvent piloter des espèces de golems géants pour pouvoir protéger la cité en cas de siège. Et donc vraiment toute cette culture tourne autour de ces fameux cristaux. Wise déclare que le style graphique anguleux de Mignola fut une influence majeure pour l'aspect des personnages. Donc Mignola fut même le premier surpris quand il a été contacté par le studio à travailler sur Atlantide. Enfin, le mec il fait quand même Hellboy en parallèle. J'avoue on peut dire que c'est pas du deux tout salles la de même ambiance quoi. Voilà, mais son influence artistique a contribué à attirer des passionnés de bande dessinée en tout cas, et à donner au film une forme assez culte et atypique, car ça se rapproche peut-être un peu des 101 Dalmatiens au niveau des visages, avec des traits assez droits, mais je trouve ça quand même plus joli et on reconnaît vraiment le trait de l'auteur en tout cas. Les créateurs ont réussi à donner vie à une civilisation légendaire tout en abordant des questions contemporaines sur la préservation des cultures et des ressources naturelles. Le film aborde également plusieurs thématiques importantes, donc la quête de la connaissance et la passion pour l'exploration, donc ça c'est le cœur de l'histoire. Il traite également des conséquences de la cupidité et de l'exploitation des ressources naturelles, donc c'est illustré par les intentions malveillantes de certains membres de l'expédition d'ailleurs. Donc c'est très très actuel et c'est un film qui est sorti encore une fois en 2001 en fait. La découverte de l'Atlantide soulève aussi des questions sur la préservation des cultures et des traditions face à la modernité. Mais le thème le plus important du film est celui de la préservation culturelle et de l'impact de l'intervention extérieure. C'est audacieux ça comme choix, c'est très audacieux et surtout avec très le recul, maintenant, Disney fait plus ce genre de choses en fait. Des films qui dénoncent quand même quelque chose. Donc les Atlantes sont méfiants envers les étrangers, ils craignent que leur technologie et leurs secrets soient exploités. La relation entre Milo et Kida symbolise la rencontre de deux mondes et la possibilité d'un échange respectueux et bénéfique. Néanmoins, je trouve quand même que le film a un rythme assez inégal, avec des moments d'action suivis de passages plus lents qui cassent l'immersion, surtout quand il découvre la fameuse cité. Car toute la partie préparation, expédition sont vraiment pour moi les meilleurs moments du film, et surtout je me suis cru dans un livre ou un roman de Jules Verne en fait. Donc on a vraiment ce côté team avec un univers vraiment steampunk où chaque personnage a son rôle à jouer, et ça c'est encore un des points forts de la série. Donc je vais pas de la série du film. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Moi mon but c'est de vous donner envie en fait, donc je vais juste conclure en tout cas. Donc Atlantide l'Empire perdu est un véritable joyau de Disney, donc malheureusement trop souvent sous-estimé, voire oublié. C'est un grand film d'aventure qui ne vieillit admirablement bien. En tant que fan de l'esthétique steampunk et des récits de Jules Verne, j'ai été comblé par cette œuvre. Son mélange unique de mystères, de technologies avancées et de cultures anciennes crée un univers captivant. Je vous le recommande vivement, que vous soyez amateur d'aventures épiques ou simplement à la recherche d'un film d'animation riche et immersif. C'est un classique qui mérite d'être redécouvert ou tout simplement découvert si vous ne le connaissez pas. Pareil, si vous êtes fan de Stargate, ce que je vous ai dit là va peut-être vous rappeler certains épisodes de Stargate. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont eu les mêmes inspirations en tout cas. Donc je vous le recommande vivement, c'est dispo sur Disney+, et sinon au Blu-ray il doit être à 10 €, je crois. Et ce que je trouve ce qui donne envie dans ce que tu as décrit, c'est son côté, comme je disais, hyper actuel. En fait, je me retrouvais dans plein de thématiques que tu disais, la préservation de l'environnement, de la culture, etc. Ça renvoie à des sujets ultra contemporains qu'on vit aujourd'hui. Et ces œuvres-là, en fait, elles font du bien parce qu'elles sont anciennes, donc elles ont un regard différent. Et comme tu dis, elles osent des choses qu'on ose peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc ouais, ça doit être ultra rafraîchissant à regarder encore de nos jours. Faut juste que techniquement ça tienne encore la route, mais si c'est le cas, franchement... Ça tient vraiment très très bien la route, à part la toute première scène en image de synthèse, et encore je pinaille. On voit que c'est de l'image de synthèse, mais ça reste encore très très joli. Ce film tient extrêmement bien la route. Super pioche. J'ai volontairement pas parlé de l'humour, parce que comme dans tous les Disney, il y a de l'humour, il y a des comic relief,
rediff, il y a des situations peut-être un peu plus absurdes, mais c'est quand même très très bien dosé à chaque fois, et surtout ça permet de développer certaines personnalités de certains personnages. Et si on observe bien certains personnages, on peut se douter de ce qui pourrait se passer au fur et à mesure de l'avancée du film. Pourquoi ? Parce que des petites graines ont été semées ici et là au fur et à mesure. Donc vraiment, pour moi ça fait mouche. En fait, cet animé-là, plus La planète au trésor, qui était sorti juste après, donc pareil, très inspiré de Jules Verne, sont deux animés que j'adore vraiment dans l'écurie Disney, parce qu'ils sont vraiment très très différents de tous les autres qui sont sortis juste là, et surtout des autres qui sont sortis après, en fait. C'est vraiment des films d'aventure avec un grand A, quoi. Et bah la seule conclusion que je retiendrai, c'est que c'est important de semer des petites graines, et je pense que c'est très bien pour conclure là-dessus. Alors ça dépend de quelles graines vous semez, hein, clairement, parce que protégez-vous, c'est important. Les graines de la vie, Kira, oui, bien sûr, faire pousser des arbres, tout ça, voilà, quoi. Enfin, c'est vrai, faire pousser des arbres, c'est très bien. Ça évite les emmerdes. As-tu des petits big up, mon cher Kira ? Alors non, juste les big up que tu m'as envoyés, comme d'habitude, donc qui sont très beaux. D'ailleurs, j'en ai même publié un sur mon Twitter que tu avais partagé, que j'ai repartagé derrière. Ah oui, tu l'as retweeté, ouais, j'ai vu. Ouais, maintenant je me connecte le lundi sur mon Twitter pour publier l'épisode de la semaine. C'est vrai que je publie rien sur Twitter dernièrement, et c'est vrai quand j'ai vu ça, je l'ai publié derrière dans le foule. Ouais, c'était Gulls Malsion, si je le prononce bien, donc il nous a mis 5 étoiles. Ouais, je pense que tu le proposes, mais... Ouais, je pense aussi. J'ai fait une Kira. Et le titre, c'était la seule taverne qui pourrait être remboursée par la Sécu, parce que voilà, on apporte de la bonne humeur et tout. Et c'était ultra touchant. Vraiment, merci beaucoup pour ton message. Déjà pour les 5 étoiles, parce qu'on l'a dit, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Mais en plus, ce genre de reconnaissance fait très plaisir. Et aussi, on a VGM et Podcast qui a mis 5 étoiles, qui a mis plusieurs fois 5 étoiles, donc je sais pas comment tu fais, mais tu peux continuer. Et, prenez exemple sur lui, il a glitché le truc et il fait plein de 5 étoiles et c'est trop cool, merci. Et si on organisait les Podcast Awards, on sera en premier pour lui, donc c'est gentil, sachant que les podcasts FR de jeux vidéo sont très qualitatifs, donc merci beaucoup. Et puis je t'avoue que moi, à part Sœur d'édition, je n'en écoute pas d'autres, donc en podcast FR, et donc je ne les connais pas, les autres en tout cas, mais je te remercie grandement pour moi j'écoute Geekorama que j'aime beaucoup, j'en écoute un peu d'autres pour plus en mode piratage industriel, voir ce qui se fait et nous remettre en question, mais sinon en tout cas merci pour ce compliment. Et Kira, je te laisse le mot de la fin parce qu'on a déjà débordé, l'émission est très longue. Oui, tu m'étonnes, t'as un deuxième montage avant de partir. En tout cas, écoutez, ce fut un plaisir, encore une fois, d'animer cette émission avec toi. Je te souhaite de bonnes vacances, bien sûr. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez voir des films, jouez à des jeux vidéo, profitez bien. Si vous avez l'occasion, jouez à Jurassic World Evolution 2, c'est très très cool. Et prenez des photos de dinosaures, envoyez-les-moi, je kiffe. Et je vous dis ciao. Ah oui, vite fait, on parle de quoi la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine, c'est la semaine d'encore prochaine, donc... moi je sais pas, c'est quoi ton jeu toi, Kira ? Ça sera The Thing. The Thing Remaster que j'ai terminé au mois de janvier. J'ai terminé très rapidement parce que je le connaissais par cœur déjà, mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que pareil, c'est un jeu qui mérite d'être découvert. Ah et oui, moi je parle d'un jeu de société. Je reviens sur un jeu de société, c'est assez rare, ouais. C'est mon jeu de société des vacances, donc tu vois, j'avais anticipé, je l'emmène pendant mes vacances, et c'est trop cool, donc faut absolument que je vous en parle, voilà. Écoute, le point est noté, puis à la semaine prochaine, ciao. À la semaine prochaine, ciao.